Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Abordé ce soir. La presse française demande à l'État d'accélérer les efforts pour libérer Olivier Dubois, le journaliste français détenu au Mali. Joe Biden a promis hier, lundi, au président ukrainien Volodymyr Zelensky de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre. La question sondage, faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Vos réponses dans un instant. En fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « L'esclavage ne nous nourrit pas et ne nous grandit pas non plus ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, vous avez besoin de protéines animales pour vous porter mieux, notamment au-delà de 50 ans. Il vous suffit de manger 100 grammes de viande cuite par jour pour en avoir suffisamment. Ça peut être de la viande rouge, mais également de la dinde ou du poulet. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est bon. Depuis hier, nous vivons la 2e semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit de faire connaître ces métiers qui, pour l'instant, sont considérés comme peu attractifs par les jeunes. Pour en savoir plus sur les manifestations organisées à l'occasion de cette semaine, il vous convient de se rapprocher de l'ANPE. Il faut savoir que le BTP est l'un des premiers employeurs de France. 1 500 000 salariés répartis dans 230 000 entreprises. Le syndicat Force ouvrière a continué sa grève du personnel technique dans les collèges et les lycées. Une rencontre hier avec la conseillère exécutive en charge de ce secteur à la CTM a été infructueux. Le syndicat dénonce la désinvolture dont, selon lui, la conseillère a fait preuve. La Cour régionale des comptes le confirme, mais en réalité, tout le monde sait, et notamment les élus, que la Société martiniquaise des eaux, la SME, n'a pas toutes ces dernières années respecté les contrats qu'elle a signés avec les collectivités territoriales de Martinique. D'où, par exemple, l'état lamentable des tuyaux que l'on a observé et tous les problèmes d'eau que connaissent les Martiniquais. Le Comité citoyen du Sud est pourtant seul à lui réclamer des comptes. Il s'appuie sur un rapport de la Cour régionale des comptes qui fait observer que sur une période de 4 ans, la SME a affirmé qu'elle avait perdu 400 000 euros, alors qu'en réalité, elle en avait gagné 4 millions. Or, en cas de bénéfice, son contrat stipulait qu'elle devait payer une redevance aux collectivités. Évidemment, cette redevance n'a jamais été payée. C'est ce soir à 18h30 à la bibliothèque Schœlcher que s'ouvre véritablement la manifestation Contes et musiques dans la cité. Le maître d'œuvre de cette manifestation, c'est le comédien et conteur Valère Aiguy. Cap Nord continue sa réflexion sur l'économie bleue entamée il y a maintenant 10 mois. Des réunions se tiennent régulièrement au Marigot. Jeudi dernier, la ville de Schœlcher organisait sur la plage de Madiana et en partenariat avec HSE Caraïbes une manifestation autour de l'AVC, l'accident cardiovasculaire. Explication.
Ophélie Labatte, infirmière coordinatrice d'HSE Caraïbes, prestataire de santé à domicile, nous a longuement expliqué que la plage de Madiana, mise à disposition par la municipalité chelchéroise, était le lieu idéal pour que les personnes ayant été victimes d'un AVC et parfois à mobilité réduite à cause de cette pathologie puissent se réapproprier l'eau. La manifestation a ainsi été organisée en collaboration avec l'association de Coralie Balmy, Coco Andelot. Les participantes et les participants ont pu profiter de la richesse de notre écosystème marin grâce à la présentation d'une immersion dans un milieu marin recréé de toutes pièces par des casques de réalité virtuelle. Quant aux personnes à mobilité réduite, elles ont pu prendre un vrai bain de mer grâce à des tirs à l'eau. Il s'agit de fauteuils roulants spéciaux adaptés au sable et équipés de flotteurs pour pouvoir être utilisés dans l'eau précisément. Il y avait également un maître nageur et des stands d'information, l'occasion de rappeler que les principaux facteurs de l'accident cardiovasculaire sont l'hypertension artérielle, le tabagisme et la consommation d'alcool en excès, la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas pratiquer d'activité sportive, la surcharge pondérale, l'apnée du sommeil ou encore les troubles du rythme cardiaque. On en sait désormais un peu plus sur le jeune homme qui a poignardé son père à la cité La Agnès au Marin, âgé de 24 ans. C'est un voyou accroché à la drogue. Il sortait de prison. Le jour du meurtre, une voisine affirme l'avoir vu poursuivant sa mère, un couteau à la main à l'intérieur de la maison. Les psychiatres auront donc sans doute à se pencher très sérieusement sur cette affaire. Joe Biden a promis hier lundi au président ukrainien Volodymyr Zelensky de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Cela confirme ce que l'on sait déjà. Les Américains font la guerre à la Russie par Ukraine interposée avec la complicité du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Rappelons que pour l'instant, l'industrie de l'armement américaine et l'industrie pétrolière tirent un maximum de profit de cette guerre. Les Ukrainiens, eux, meurent ou voient leur vie s'écrouler en même temps que leur maison. Vous en souvenez-vous, c'était le 1er janvier 2002, il y a bientôt 21 ans donc, que l'euro devenait notre monnaie. La zone euro compte 19 pays et 78% de leurs citoyens considèrent que l'adoption d'une monnaie unique a été une bonne chose. De fait, la monnaie unique a facilité les échanges au sein de la zone euro en éliminant l'incertitude sur le taux de change et surtout, l'arrivée de l'euro a mis fin aux politiques de dévaluation dont les États se servaient les uns contre les autres pour rendre leurs produits plus compétitifs. Mais tout n'est pas rose, loin de là. En effet, en adoptant l'euro, les États ont renoncé à mener leur propre politique monétaire et cela a accentué les divergences entre le nord et le sud du continent en limitant les marges de manœuvre des gouvernements. Certes, la BCE joue partiellement le rôle d'amortisseur de choc, elle a ainsi maintenu les taux d'intérêt à zéro et racheté la dette des États pour soutenir l'activité. À l'occasion de la pandémie, elle a encore renforcé cette action. Mais la conjoncture actuelle ne permet plus à la Banque centrale européenne de mener à bien sa mission principale, à savoir le maintien de la stabilité des prix en zone euro. Face à l'accélération de l'inflation, les taux d'intérêt augmentent. De toute façon, il existe un problème de fond. Certaines zones en Europe ont un tissu industriel beaucoup plus dynamique que d'autres, et tant que perdurera le principe de libre concurrence sur lequel s'est construit le marché unique depuis 1986, la polarisation industrielle ne fera que se renforcer. L'Europe est très loin de mettre en place une véritable politique industrielle à l'échelle du continent, d'autant que la guerre en Ukraine a fait surgir d'autres priorités.
Chaque gouvernement cherche à résoudre les nombreux problèmes auxquels est désormais confrontée sa propre population. Dans le même temps, l'Europe est supposée parler d'une seule voix et agir d'un même élan en matière de solidarité avec l'Ukraine. Dans ces conditions, il est difficile de trouver un équilibre durable. À en croire la propagande américaine relayée par Volodymyr Zelensky, la Russie était pratiquement sur le point de perdre la guerre en Ukraine. La destruction du pont Poutine devait en être une preuve supplémentaire. Les Russes ont finalement décidé de riposter et de façon particulièrement spectaculaire en bombardant plusieurs villes d'Ukraine et en particulier la capitale, Kiev, sans engager leurs soldats. Le président Emmanuel Macron a déclaré que c'est un changement profond de la nature de cette guerre. Dans un appel lancé par Reporters sans frontières et signé par les directeurs d'une quarantaine de rédactions, la presse française demande d'accélérer les efforts pour libérer Olivier Dubois, le journaliste français détenu au Mali. Nous appelons les journalistes et le public à continuer de parler d'Olivier Dubois, à dire et à écrire en son nom pour que personne, nulle part, ne l'oublie. Fin de citation. Dans un appel solennel, les directeurs de 40 rédactions ont rappelé ce samedi que la France compte toujours un compatriote, un journaliste, retenu en otage loin de son pays. À l'initiative de Reporters sans frontières, cet appel demande aussi aux autorités françaises d'intensifier leurs efforts pour obtenir sa libération au plus vite. Rappelons qu'Olivier Dubois, correspondant de Libération, du Point et de Jeune Afrique, a été enlevé le 8 avril 2021 au Mali. Il était donc désormais retenu en otage depuis 18 mois, soit 548 jours, ce samedi 8 octobre. Depuis les otages français du Liban dans les années 80, jamais un journaliste français n'avait été retenu si longtemps en captivité. Très peu d'informations ou même de signes de vie ont été donnés par les ravisseurs d'Olivier Dubois depuis son enlèvement. C'est vrai que la sécurité de leur système informatique va être une priorité pour les entreprises dans les années qui viennent. Pas étonnant dès lors qu'avec le soutien du MEDEF, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a mis en place une formation qui va conduire 17 jeunes qui ont le niveau Bac+2 à une licence cybersécurité. Il s'agit d'une formation de 2 ans en alternance. 2 ans après l'attentat islamiste qui a provoqué la mort du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, l'Éducation nationale appelle les enseignants à lui rendre hommage la semaine prochaine. Minutes de silence, échanges ou encore séquences pédagogiques, les établissements scolaires sont invités par le ministère de l'Éducation nationale à rendre hommage vendredi 14 ou lundi 17 octobre à l'enseignant d'histoire-géographie Samuel Paty, 2 ans après son assassinat. Rappelons que son meurtrier, Abdoulak Anzorov, âgé de 18 ans, lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves en classe. La décapitation de l'enseignant le 16 octobre 2020 avait bien évidemment suscité une émotion considérable. Le temps d'hommage qui lui sera consacré permettra également de prendre conscience de ce qu'est l'esprit critique, l'importance de la démarche scientifique fondée sur les faits et leur observation, la confrontation des faits, des représentations et des idées qui poussent à se forger un avis éclairé sur les sujets les plus sensibles. Des documents, poésie, discours, littérature, textes de réflexion et documents iconographiques, accompagnés de pistes d'analyse et de propositions d'activités en lien avec la liberté d'expression, les valeurs de la République et le rôle de l'école peuvent servir de support aux enseignants pour ce temps de réflexion. Voilà qui devrait alimenter le discours de ceux qui pensent que les Martiniquais n'aiment pas travailler. Ces derniers se sont effectivement précipités en grand nombre sur les plateformes de téléconsultation pour obtenir des arrêts de travail de complaisance. On avance le chiffre énorme de
40 000, à tel point que la Sécurité sociale a décidé qu'il faut désormais l'intervention du médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. Dans le cadre du mois du créole mis en place par la collectivité territoriale de Martinique, des spécialistes de cette langue visitent un certain nombre d'établissements scolaires pour y dispenser des cours en créole. Ils n'ont pas manqué de rendre visite au campus caribéen des arts. Rappelons que ce n'est pas faire injure au créole que de penser qu'il ne s'adapte pas à tous les enseignements, à la philosophie par exemple. Comme les locataires, les propriétaires auront-ils droit à un coup de pouce pour faire face à l'inflation, c'est-à-dire à l'augmentation des prix? Les députés de l'Assemblée nationale y sont favorables. Les élus de la République ont en effet adopté un amendement au projet de loi de finances 2023 qui va dans ce sens. Ce texte vise à plafonner l'augmentation de la taxe foncière qui est indexée sur l'inflation. À cause de l'envolée des prix à la consommation, cet impôt local, payé par 32 millions de contribuables, risque de grimper de 6 à 7% en 2023 si rien n'est fait. Ce coup dur serait d'autant plus difficile à assumer par les propriétaires qu'ils sont déjà pénalisés par le plafonnement de l'augmentation des loyers. Fin juin, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, avait annoncé que ces derniers ne pourraient pas augmenter de plus de 3,5% par an. Pour compenser ce manque à gagner sur des revenus qui servent à rembourser le crédit immobilier de certains propriétaires, les députés ont adopté un plafonnement de l'augmentation de la taxe foncière à plus 3,5% en France hexagonale et à plus 2,5% en Outre-mer. Reste à savoir si les élus de l'Assemblée nationale feront de même lors de l'examen de l'amendement en séance. Cette mesure d'équité fiscale permettra de préserver le pouvoir d'achat des ménages, selon les signataires de l'amendement, qui ont prévu des mesures pour éviter qu'elles n'impactent les finances locales. Privés des recettes de la taxe d'habitation, dont tous les ménages seront exonérés en 2023, les collectivités pourraient voir d'un mauvais œil que leurs recettes de la taxe foncière soient également rognées. Au Lorrain, il y a des permanences et des ateliers mis en place du lundi 10 au samedi 15 octobre dans l'objectif de mieux faire connaître au grand public la diversité des services proposés par le France Service du Lorrain. En particulier, l'accompagnement dont peuvent bénéficier ceux qui le souhaitent dans leur démarche, notamment avec les administrations. Vous avez tout de suite la parole, c'est l'heure de votre sondage. La question, faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, parce que c'est ce que nos ancêtres ont vécu. Il faut qu'on sache connaître notre histoire quand même. Et puis en parlant à nos enfants, parce que vu comment ça se passe maintenant, on a l'impression qu'on est dans un monde d'esclaves. Parce qu'on est dans un monde de consommation et on vit avec une inflation comme pas possible. Pour moi, nous sommes devenus des esclaves. C'est pas terminé. Nous sommes toujours des esclaves. Et ça progresse petit à petit parce que la façon que le monde vient maintenant, la violence et tout, point oui, point non. On est tués et du temps de nos grands-parents, il n'y avait pas ce genre de truc-là. Et maintenant, c'est devenu encore pire. Pour moi, nous sommes toujours des esclaves. Pourquoi? Oui, parce que l'esclavage existe il y a longtemps. Alors donc, on doit parler de l'esclavage. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe, il faut toujours parler de ça. Alors donc, j'ai apprécié comment on parle de ça. De l'esclavage, c'est déjà pas mal. Même pour les jeunes, il faut faire les jeunes comprendre que l'esclavage, c'était quoi avant. Parce que c'était dur avant l'esclavage. Hein. Jusqu'à maintenant, il y a l'esclavage, c'est dur toujours. Hein. C'est pas pour dire c'est fini. L'esclavage existe toujours. Hein. Alors donc, je pense qu'il y a l'esclavage qui existe. Enfin, je pense qu'il faut en parler puisque ça fait partie de notre histoire. C'est une page de notre histoire qu'on ne peut pas effacer comme ça. Donc il faut en parler puisque c'est notre construction. Pourquoi? Non, il ne faut pas parler de l'esclavage. Nous sommes toujours esclaves. Nous sommes toujours esclaves. Nous sommes nés esclaves. Et nous allons mourir esclaves. On est obligé de parler de l'esclavage, c'est un truc qui s'est passé.
Ça s'est passé, c'est un fait réel. Alors, on ne faut pas avoir peur de s'exprimer et la façon dont les choses se sont passées. Hein, je pense que c'est tout à fait normal de mettre ça sur le tapis, quoi. Hein. Faut-il parler de l'esclavage? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, je suis d'accord de parler de l'esclavage parce qu'on a eu pas mal de familles, des parents qui ont subi l'esclavage et je constate que le gouvernement n'a rien fait pour nous. Et que, comme on dit, on est dans la merde. C'est tout ce que je pourrais dire. Et je vous remercie. Alors, pour moi, il faut, tout d'abord, pour un devoir de mémoire, pour ne pas oublier l'histoire, tout ce que nous avons subi, et en tant qu'humain, pouvoir grandir, pouvoir faire mieux, du moins. Voilà. Oui, parce que nous sommes tous des descendants d'esclaves. Nous avons tous parents les descendants d'esclaves. Alors, pourquoi ne pas connaître tout ça, nous tous? Alors, c'est chercher bien, savoir qu'est-ce que c'est que nous, d'où nous sortons, qu'est-ce que nous voulons. Voilà. Merci. Alors oui, parce que ça fait partie de votre enfin de l'histoire de la Martinique. Hein. Je suis émigrée enfin, je ne suis pas d'ici, quoi. Mais il faut dire aussi que l'esclavage a existé partout, hein, parce que je viens d'Espagne et nous étions aussi en esclavage. Il ne faut pas oublier tout ça, que l'esclavage, ce n'est pas purement et simplement une question de couleur. C'est une question d'asservissement de l'homme par l'homme. D'accord ? Donc je pense que dans tous les pays, il y a de l'esclavage, hein, moderne, pas moderne, enfin. Mais il faut en parler parce que c'est notre culture. Et il ne faut pas en avoir honte, au contraire, il faut que ce soit une force pour nous. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.